Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Saint-Gobain. Saint-Gobain est une très vieille entreprise française de 350 ans qui a su traverser les siècles et se réinventer. Pour nous guider dans cet univers où le fil et le mortier règnent, nous recevons aujourd'hui Bart Schotte, directeur du Digital Learning. Alors Bart, j'ai une première question pour toi. Tu as un background technique et tu as d'ailleurs intégré Saint-Gobain à un poste de directeur web et architecture. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'au Digital Learning et finalement en quoi ta formation tech est un atout? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis diplômé ingénieur en informatique de Cornell. Je crois que j'ai terminé en 82. Et j'ai entré tout de suite chez ce qui est aujourd'hui Accenture, mais à l'époque, c'était Arthur Andersen à New York, dans un groupe d'une centaine de personnes qui spécialisaient dans l'application de l'informatique dans les business. C'est important de se rappeler qu'en 82, c'était quasiment au début de l'usage de l'informatique dans les business et moi j'ai travaillé sur les projets de digitalisation des hôpitaux. Accenture a fait les boursiers un peu partout dans le monde. C'était vraiment les premières étapes. Et on avait dans cette groupe, le partenaire, l'associé responsable pour ce groupe a vraiment créé une culture où on n'était pas simplement obligé de délivrer les projets pour nos clients en temps et en heure, mais à chaque projet d'avancer l'état de l'art. Et il y avait une espèce de compétition qui était très de bonne santé, si tu veux, entre les consultants pour chaque mois, quand on se réunissait tous ensemble, de montrer les superbes choses que tu avais fait. Ça m'a vraiment formé en termes de ma culture de travail personnel. Ça m'a donné en fait, je veux pas dire ça m'a donné la culture de growth mindset. Je crois que je l'avais toujours ça, mais c'était vraiment accentué. Mais surtout, de me toujours poser des questions. Comment je peux organiser les choses mieux pour tout le monde autour de moi avec la bonne application des technologies. Bon, j'ai passé 4 ans dans ce groupe à New York et ensuite, quand l'associé a été promu au World Headquarters à Chicago, j'ai voulu changer et j'ai demandé un transfert à Paris parce que c'est là où on faisait les projets les plus intéressants. Et je suis venu ici et la France était ma base depuis, bien que j'ai vécu et j'ai travaillé dans tous les pays de l'Europe. Et j'ai fini en 2000 en Angleterre. J'ai quitté Accenture pour entrer dans une plus petite boîte spécialisée dans le secteur finance pour apporter mon expertise dans la transformation menée par l'Internet. Et finalement, en 2003, j'ai intégré Saint-Gobain à Paris parce que j'ai voulu me réinstaller en France et j'ai voulu définitivement quitter le conseil parce que c'était pour moi devenu trop commercial, trop vente. J'ai passé tout mon temps à vendre les projets et moi, je suis quelqu'un qui aime faire, qui aime mettre mes mains dans les pâtes. Et donc, chez Saint-Gobain, j'ai passé 7-8 ans dans la direction web et architecture, à déployer les solutions collaboratives à travers le business. On en avait Jive, on avait une plateforme vidéo style YouTube, etc. Et ensuite, en 2011, le directeur de gestion des talents m'a demandé de intégrer l'équipe Learning and Development pour apporter plus de technologie dans ce qu'on faisait à l'époque. Et justement, Bart, qu'est-ce que t'a apporté cette culture tech au moment de découvrir l'univers du learning? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté, cet aspect technologie? Déjà, mon naïveté, le fait que je connaissais rien sur la formation en entreprise, était un atout parce que j'ai pu challenger tout et c'est dans ma propre nature de tout challenger. Ensuite, puisque je venais de la DSI, la fonction RH et en particulier la fonction L&D est souvent laissée de côté par la DSI parce qu'ils ont d'autres choses plus importantes à faire avec les finances, etc. Mais là, puisque j'avais toutes les relations et puisque j'étais ancien DSI, j'ai pu vraiment avancer l'application de technologie dans la fonction L&D comme ils étaient jamais capables de faire avant. Et ensuite, sans cesse depuis, de créer et de entretenir une vision de comment nous pouvons rendre l'expérience d'apprentissage pour nos employés le plus engageant, le plus facile à accéder possible avec les technologies. Et une des premières choses qu'on a fait, c'était de lancer le LMS, un propre LMS à l'échelle du groupe. Avant, c'était un peu un bricolage. Et depuis, on a lancé les apps mobiles avec Teach on Mars. On utilise le format BlendedX de Cross Knowledge.
Et aujourd'hui, on est en train d'adapter tout pour un monde complètement virtuel avec Teams. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais en effet, dans le digital learning, il y a finalement un vrai aspect technique, avec par exemple la mise en place des LMS, des applications mobiles. Donc c'est très clair que le fait que tu aies ce background technique te permet certainement de mieux comprendre, de challenger aussi peut-être parfois les partenaires avec lesquels tu travailles. Et donc, tu parlais de la culture d'entreprise apprenante. On sait qu'elle est clé aujourd'hui au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour développer cette culture? C'est quelque chose qui est très, très difficile. Il faut presque convertir chacun individuellement. Alors, on a fait plusieurs choses. D'abord, quand on a lancé la LMS en 2013, la LMS précédente, les employés ne pouvaient pas s'inscrire directement et accéder directement à la formation. C'était essentiellement un catalogue en ligne. Et ensuite, quand ils voyaient un cours qui leur intéressait, et il n'y avait pas beaucoup à l'époque, ils demandaient à leur RH, qui ensuite demandait à quelqu'un dans la fonction L&D, qui les a inscrits, etc. Et nous, on a dit, il faut absolument que ça soit on demand. Je vois quelque chose que je veux faire, il faut que je puisse l'accéder tout de suite. Ça, c'est pour le e-learning. Ensuite, on a obligé tous nos correspondantes de rendre tout leur module e-learning accessible à tous les employés. Et ça, c'était une grande bataille parce qu'ils disaient, mais non, ça leur intéresse pas. Pourquoi ils veulent apprendre ça? Et en fait, nos statistiques montrent que les gens passent probablement, en fait, j'hésite à sortir un chiffre, mais peut-être la moitié de leur temps de formation sur les choses que personne leur a demandé de se former et qui est souvent hors de leur propre poste actuel. Donc ça, c'était une chose. Tout était libre. Et même dans la page d'accueil du LMS, au même temps qu'on présentait les formations phares chez nous, on présentait aussi les TED Talks, les MOOCs sur Coursera et sur edX. On a essayé de renvoyer les gens hors Saint-Gobain pour qu'ils commençaient à comprendre que, je peux me former moi-même avec d'autres ressources. Peu après ça, même l'année suivante, en 2014, on a commencé notre Learning Week. Au début, c'était un Learning Day sur l'anniversaire de lancement de LMS et maintenant, c'est un Learning Week. Et l'idée du Learning Week est de renforcer le message que la direction de Saint-Gobain souhaite que chacun de ses employés se forme régulièrement avec le soutien de leur manager et que c'est que en créant cette culture d'apprentissage et le growth mindset que nous allons réussir. Il faut capitaliser sur l'intelligence et les idées de chacun. Et donc, c'est un événement global dans tous les pays, quasiment dans tous les bureaux, avec beaucoup d'activités physiques, mais aussi avec les webinaires qu'on fait à l'échelle globale avec les intervenants de haut niveau chez Saint-Gobain. Ça marche pas mal. Une autre chose que je fais, c'est que je fais le tour du monde assez régulièrement et je fais toujours les présentations dans des groupes d'une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui s'appellent Digital and You. Donc, je les accroche avec le titre digital, mais le vrai but, c'est de leur montrer qu'il faut qu'ils se forment, et voilà tous les outils disponibles pour se former. Je pense que la vraie question est comment stimuler la curiosité de chacun. Là où je te rejoins, Bart, c'est finalement un vrai défi d'arriver à réintégrer la formation dans le quotidien des collaborateurs. Et pour discuter avec justement beaucoup d'entreprises, c'est vraiment le défi majeur. Et c'est finalement comment faire pour que le collaborateur soit actif dans son apprentissage et ne soit pas dans une attitude passive. Mais c'est un vrai défi. Oui, c'est un vrai défi. On a fait récemment, en fait, lancé l'année dernière pendant le Learning Week, qui sont les curated contests avec le support des playlists dans Cornerstone. Et on a habilité une centaine de personnes dans le monde à créer des playlists sur les sujets qui leur intéressent, soit liés avec le travail ou pas. D'accord. Et on a fait une grande promotion de ces personnes pendant le Learning Week. Et ça a eu un grand succès. Et ça envoie le message que, encore, il y a du contenu sur le web, parce que généralement, ils ont curaté le contenu de YouTube, que, tiens, il y a les gens qui sont mis en valeur parce que c'est eux qui savent curater, trouver le contenu, que eux, ils ont le growth mindset, etc. Je pense que cet exemple est très important aussi. Et du coup, ces personnes, elles travaillaient en e-learning ou pas du tout? Pas du tout. On a demandé aux responsables learning and development dans chaque pays de nommer 5 personnes
hors la fonction RH chez L&D, qui était une espèce de thought leader dans un certain domaine, qui s'intéresse à faire ça. Et on a eu toutes sortes de sujets, les sujets liés au travail, mais aussi les sujets sur comment apprendre la guitare et plein d'autres choses, pour montrer que ça n'a pas besoin d'être 100% lié à mon travail. Écoute, merci pour ces 3 tips. Alors maintenant, je vais poser une question peut-être un peu plus personnelle. J'entends que tu as un accent américain. Quelle est la différence de mentalité au travail entre les Français et les Américains? Comment on travaille par rapport à eux? Bon, il faut que je qualifie ce que je dis par le fait que ça fait presque 30 ans que je travaille en France maintenant. Bon, je travaille avec les collègues américains, mais je dirais que c'est un énorme optimisme et positivisme. Quand quelqu'un présente une idée, tout le monde essaie de le soutenir et de voir comment on peut aller plus loin. Et il contraste ça avec la culture plutôt française, qui est de identifier toutes les choses qui peuvent aller mal et ensuite de mettre en place quelque chose pour se protéger contre ce risque. Et on n'avance pas tant qu'on est 100% sûr que on a identifié tous les risques et ça va marcher. L'approche américaine est plutôt ça sent bon, on y va et on va corriger le tir ensemble. Je pense que la méthodologie agile est un peu dans cet esprit, si tu veux. Et je veux dire que je vois énormément de changements en ce moment. Tu parles des jeunes, mais aussi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez Saint-Gobain. Malgré notre taille de 171 000 personnes, on a l'impression que au niveau du siège, etc., on est une personne pour faire ce qu'on voit 5 ou 10 faire dans une autre entreprise. Ouais. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite parce que on n'a pas le temps de perdre. Et je vois de plus en plus, même dans nos dirigeants, un fort désir maintenant de empowerment de tous les employés à tous les niveaux et d'un trust qu'ils vont prendre la bonne décision. Et donc, on fait nettement moins de cette main lourde avant qu'on puisse avancer sur un projet. Donc, c'est un esprit que j'apprécie énormément chez nous. Et justement, en matière de différence entre la culture anglo-saxonne et la culture française, est-ce que tu ressens qu'il y a aussi une différence dans la façon de se former? Encore, c'est difficile à dire généralement parce que les deux pays sont très grands. Mais je dirais, en général, les Américains ont déjà une culture de se former régulièrement, de ce growth mindset. Et ça vient de une forte culture américaine que je suis responsable pour mon propre succès et que tout est possible. Moi, je peux venir de n'importe où aux États-Unis et je peux devenir Elon Musk ou Barack Obama. Oui. Tu sais, donc tout le monde, c'est vraiment fort dans cette culture. Et en plus, notre formation quand on est jeune compte pour beaucoup. Il y a beaucoup là encore, de encouragement et pas beaucoup de correction, de négativisme. Et ensuite, beaucoup de l'approche de formation, c'est de créer un intérêt dans un sujet et de ensuite laisser les personnes aller apprendre de eux-mêmes. Et j'ai vu ça quand j'étais en train de élever mes enfants ici en France. Ma femme me disait, tiens, tu fais qu'ils apprennent cette polycopie. Elle m'a donné une polycopie d'une page. C'est sur les dinosaures et je trouve ça fascinant. Et donc, je passe 1h30 avec eux à parler des dinosaures, etc. Et ma femme revient et elle dit, mais ils ont appris? J'ai dit, oui, oui. Et elle demande que l'enfant répète la polycopie. Et bien sûr, ils sont incapables parce que c'est pas ça que je leur ai appris. Et j'ai vu la même chose quand une de mes filles en fac de droit qui était allée aux États-Unis à Columbia University et elle et ses collègues étaient un peu perdus pendant le premier semestre parce que ils attendaient que le professeur leur donne tout ce qu'il fallait apprendre et mémoriser et c'était pas du tout l'approche des profs là-bas. Ils ouvraient un sujet, vous étiez censé aller dans les bibliothèques et trouver les livres et se former vous-même. Et donc cette culture continue dans la vie après. C'est ça. On emmène ça dans la culture de l'entreprise. Et tous ces startups qui lancent aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui savent, ils peuvent tout apprendre sur l'internet et que ils peuvent tout faire. C'est vrai qu'en startup, on a vraiment cet état d'esprit positif où on pense qu'on peut changer le monde et que tout est possible. Alors parlons de la crise du Covid-19 maintenant. Beaucoup parlent d'un avant et d'un après. Est-ce qu'il y a des choses que tu imagines mettre en place en matière de digital learning? Alors déjà,
On est en train de convertir tous les cours en présentiel qu'on a, sont soit menés par nous-mêmes ou avec les professeurs externes, en 100% virtuel. Et moi, j'essaie de pousser mes collègues de comprendre que on va jamais retourner dans le monde présentiel. Il faut pas dire que c'est juste temporaire, donc on va juste mettre un sparadrap sur le truc. Non, on va plus revenir. Et le challenge que je fais devant mes collègues, c'est trouve une autre moyenne de remplacer, de créer cet aspect brassage entre les personnes avec le digital. Moi, ça fait 2 mois et demi que je suis confiné depuis mi-mars, quelque chose comme ça. Et au début, comme tout le monde, j'ai trouvé que au début, j'étais assez efficace. Je perdais moins de temps dans les réunions, j'étais très concentré sur ce que je faisais, etc. Mais depuis un certain temps, je vois que il y a quelque chose qui manque, si tu veux, dans l'aspect relationnel des weak links et les strong links. Les liens forts et les liens faibles. Les liens forts, c'est les gens avec lesquels tu travailles tous les jours. Donc, tu vas continuer à travailler virtuellement et ça marche très, très bien. Les liens faibles sont les gens que tu croises dans le couloir, que tu connais bien, mais tu travailles pas sur les projets. Tu n'as plus l'occasion vraiment de les voir à travers tout ce qui est virtual. Et on a besoin de recréer ça. C'est sûr que la grande force du présentiel, c'est cette intuitu personae, c'est le fait de se connecter, d'échanger avec les collègues. Et justement, le grand challenge du digital, ce sera de remettre un peu de chaleur dans les échanges. Alors j'ai une dernière question pour toi, Bart. Est-ce qu'il y a des outils que tu aimes particulièrement et que tu utilises au quotidien? Bon, WhatsApp comme tout le monde pour se connecter avec ma famille ici aux États-Unis. Ouais. Dans le travail, on est en train de déployer Office 365 chez nous. L'arrivée de Teams est super pour tout le monde. Je suis pas là pour faire la pub de Microsoft, mais on est ravis avec la manière qu'on a à travailler et surtout pendant le confinement. Là, on est très très bien servi. Donc j'utilise ça toute la journée. L'autre application que j'utilise 20 fois par jour, c'est Twitter. C'est la première chose que je regarde le matin et la dernière chose que je regarde le soir. J'ai plusieurs listes de personnalités que je suis selon mes intérêts. Évidemment, il y a la politique américaine qui me préoccupe en ce moment, mais aussi j'ai une liste de personnes sur la formation, aussi une sur data analytics pour que je vois les évolutions de ce qui se passe dans ce domaine. J'utilise les podcasts tout le temps aussi. Mais c'est intéressant, il y a 2 personnalités sur le Twitter en ce moment que je suis. Un s'appelle Matt Kobach, K-O-B-A-C-H, qui est un directeur de marketing pour, je ne sais pas si c'est le Wall Street Journal ou le Dow Jones, je ne sais pas. Et une autre femme qui s'appelle Amanda Getz, G-E-T-Z. Et tous les deux sont les personnes qui, pendant 2019 et 2020, ils disaient, je veux me consacrer à Twitter et créer ma présence sur Twitter. Et ils viennent de parler tous les deux sur l'impact que ça a eu sur leur carrière et c'est absolument incroyable. Ben écoute, merci pour ces 2 comptes Twitter, Bart. On va s'empresser de les suivre. Encore merci pour ce moment d'échange et ton partage de bonnes pratiques. Amis de la RH, je vous dis à très bientôt.